Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et pour vous interroger à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Dans le paysage politique et dans la galaxie de gauche, Fabien Roussel, vous détonnez. N'hésitez pas à parler de sécurité et de fermeté, quitte à faire grincer des dents dans votre propre camp. Vous êtes aussi un soutien affirmé, revendiqué de la filière nucléaire. Vous y voyez une condition de notre souveraineté et de notre reconquête industrielle. Alors en vous entendant, les verts voient rouge, mais votre rouge à vous, il est communiste. Vous l'incarnez, vous le portez fièrement. Vous nous direz ce que c'est être communiste aujourd'hui. Mais tout d'abord, cette semaine a été marquée, Fabien Roussel, par d'importantes violences à Alençon, à l'encontre des forces de l'ordre. Ce matin encore, de graves menaces à l'encontre des policiers ont été découvertes à Savigny-le-Temple. Est-ce qu'il faut, selon vous, une répression plus ferme quand on s'attaque aux détenteurs de l'ordre public ? La loi existe pour avoir des sanctions plus fermes, plus dures à l'encontre de ceux qui s'attaquent aux policiers, aux détenteurs de l'autorité publique. Les juges ont donc les moyens pour pouvoir le faire et il faut qu'ils utilisent ces moyens-là. Il est inadmissible que dans notre pays, on puisse s'en prendre aux forces de sécurité intérieure, aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes. Ils doivent être protégés dans le cadre de leur mission. Et c'est ce que j'ai dit, et je l'ai dit depuis le début. Mais ils ont aussi besoin d'être soutenus, ces gardiens de la paix, c'est comme ça que je préfère les appeler, être soutenus dans leurs interventions. Et j'ai dit, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus en disant qu'ils avaient besoin d'être plus nombreux pour pouvoir exercer leur mission. C'est pour ça que j'ai appelé à la création d'une police nationale de proximité dotée de 30 000 hommes et femmes statutaires et mieux formés pour que quand ils interviennent, ils puissent intervenir en étant protégés et en même temps, dans beaucoup de ces quartiers, dans beaucoup de ces villes, il y a besoin aussi d'agir sur les moyens que nous devons mettre pour réintroduire l'État des services publics. Quand l'État recule, c'est la mafia qui avance. On l'a vu partout. Et donc nous avons aussi besoin de reconquérir tous ces territoires abandonnés par la République. Alors lorsque vous nous dites qu'il faut soutenir les policiers, que pensez-vous de cette frange de la gauche qui parle bien davantage des violences policières, la formule revient en boucle, plutôt que des violences anti-policières? Mais je ne nie pas de mon côté que des violences policières existent. Et d'ailleurs, je ne veux pas opposer les deux. On peut dire qu'il y a un problème aussi dans la police, et ça a été dit à plusieurs reprises. J'ai moi-même participé à des manifestations quand des violences policières avérées ont eu lieu. Nous appelons à la création d'ailleurs d'un organisme indépendant pour pouvoir mener des enquêtes quand c'est justifié et que cela aille jusqu'au bout. J'ai vu d'ailleurs Pourquoi ils ne sont pas suffisamment sanctionnés, les policiers, quand il y a parfois des erreurs? Il y a surtout, c'est pas la question, c'est pas qu'ils ne sont pas assez sanctionnés, c'est qu'il y a besoin d'une entité, d'une juridiction indépendante. C'est l'IGPN aujourd'hui, qui d'ailleurs fait parfois des préconisations et que l'autorité décide de ne pas appliquer. C'est le cas dans l'affaire Redouane, cette dame de 80 ans qui a été tuée par un tir de bombe lacrymogène, qui en est morte. L'IGPN recommande de mettre à pied le CRS incriminé et l'autorité dit de ne pas le faire. Vous reprenez l'expression violence policière parce que certains disent, et les policiers, les forces de l'ordre, les gardiens de la paix comme vous les appelez, disent que cette expression est déjà connotée, qu'il n'y a pas de violence policière. Non, je pense il peut y avoir quelques violences qui sont sanctionnées, mais violences policières, là vous tombez dans le même travers. Parler sereinement. Il faut pouvoir en parler sereinement. Il y en a des violences policières, on en a vu. Mais, rappelez-vous aussi ces images de cet homme qui rentre chez lui et qui se fait tomber dessus par 4 policiers qui l'ont tabassé sauvagement. Enfin, tout le monde a ça en tête. Mais quand on dit ça, est-ce qu'elles sont systémiques pour vous? Non, elles ne sont pas systémiques. Donc je ne dis pas ça non plus. Mais il faut être lucide. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a un grand soutien de la population en direction de ces forces de l'ordre. Parce que nous avons besoin de sécurité, de tranquillité publique. Mais il y a aussi un fossé qui se creuse entre les jeunes et la police. Et ça m'inquiète. Mais pourquoi? Donc, comment on rétablit de la confiance? Comment on rétablit du lien entre nos forces de l'ordre, nos gardiens de la paix et la population et la jeunesse en particulier? Certains disent qu'il faut instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers qui risquent leur vie
pour leur travail et pour protéger, rappelons-le, la population. Est-ce que vous êtes favorable à une telle proposition? C'est pas une question de présomption de légitime défense, parce que quand il y a de la légitime défense, les juges savent faire la part des choses et la reconnaître. Aujourd'hui, nous avons besoin de policiers mieux formés, de policiers en plus grand nombre. Dans les commissariats, quand je parle avec des policiers, vous savez, aujourd'hui, ils sont débordés pour faire appel au nombre de plaintes qui sont déposées. Le harcèlement, les violences sexuelles sont de plus en plus... Les plaintes pour harcèlement sexuel, pour violences sexuelles sont de plus en plus nombreux. Et bien sûr qu'il y a besoin d'avoir plus de monde dans nos commissariats, plus d'enquêteurs, mais aussi plus de services publics dans ces quartiers. Ce sont des tirs qu'essuient les policiers et les forces de l'ordre. Face à cela, vous pouvez mettre plus de monde. Ils sont considérés comme une bande rivale. Donc, quelle proposition, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces forces de l'ordre pour qu'ils puissent aller, ces femmes et ces hommes, ces parents, ces familles, pour qu'ils puissent aller faire leur travail? Vous dites sereinement, mais eux, ils ne sont pas sereins sur le terrain. Bien sûr, et c'est pour ça que je vous dis que je veux, moi, donner plus de moyens et avoir une police nationale mieux équipée. Aujourd'hui, je regrette que la droite, comme l'extrême droite d'ailleurs, vante plutôt la police municipale, voire la privatisation de la police municipale, alors que nous avons besoin d'une police nationale, bien formée et bien rémunérés. Pour moi, ce sont des ouvriers de la sécurité, comme je dis. Et ils souffrent bien souvent d'être mal considérés et justement d'être dans des situations eux-mêmes de danger pour leur vie. Et donc, on ne peut pas les laisser comme ça. Moi, j'entends, quand je vois le ministre de l'Intérieur faire la chasse au trafic, tant mieux, je signe moi aussi de faire la chasse au trafic de drogue notamment, mais en envoyant comme ça les policiers sans leur donner plus de moyens, eh bien il les met en danger aussi. Et donc quand on veut s'attaquer au trafic, il faut plus de moyens d'intervention pour la police, plus d'enquêteurs et pouvoir s'attaquer aussi aux gros bonnets, à ces trafiquants, au blanchiment de l'argent, aux banques. Donc on ne peut pas faire que envoyer nos policiers au front parce qu'ils sont mis aussi en danger. Compris, mais ensuite, est-ce qu'ils sont suffisamment soutenus par la justice, ces policiers ? Écoutez, posez la question aux magistrats et aux juges, mais je n'ai pas le sentiment que les juges et les magistrats aient la main légère quand il s'agit de juger ou de condamner des personnes qui ont attenté à la vie de policiers. J'ai pas ce sentiment-là. Certains policiers, vous citerez Viry-Châtillon et d'autres exemples, Monsieur Roussel, mais la justice a été d'autres rendue, vous diraient que sur ces exemples-là, il y a un débat. La justice a mené son travail en toute indépendance et il faut respecter le travail de la justice. Et moi, je la respecte. Et je respecte le travail des magistrats. Et il faut leur faire confiance. Le problème de la justice aujourd'hui, c'est pas une forme de laxisme, comme ça a été dit. C'est le fait qu'ils n'ont pas assez de moyens pour agir et réagir vite. Et avoir une réponse, avoir une réponse Monsieur Roussel, rapide. Depuis le début de cet entretien, à chaque question, c'est plus de moyens. Est-ce que c'est la seule solution, la baguette magique, selon vous ? Vous savez, quand on considère que le droit à la tranquillité publique est un droit fondamental, et qu'il faut la défendre pour tous nos concitoyens, quel que soit le lieu où ils habitent. Dans des quartiers, dans des villes de notre pays, ils subissent la double peine. C'est l'insécurité et l'insécurité sociale. Ils ont besoin d'être protégés. D'être protégés dans leur sécurité, mais d'être protégés aussi socialement. Moi, je veux mettre les délinquants en prison et je veux mettre la misère en prison aussi. Et il faut combattre les deux. Et donc oui, c'est une question de moyens qu'il faut mettre. On a besoin d'un service public de sécurité, ça tombe pas du ciel. Il faut pouvoir l'investir et lui donner pleinement les moyens. Vous avez utilisé la formule, il faut reconquérir certains quartiers. Qui les a conquis? Comment ça? Donc vous dites la France, la République doit reconquérir certains quartiers. Mais bien sûr, mais parce que qui les a conquis? Mais parce que aujourd'hui, on a des quartiers qui ont été complètement abandonnés par l'État, par la République. Abandonnés? Oui, abandonnée. Elle n'en a pas été chassée. Non, abandonnée. Mais allez voir comment ça se passe dans ces quartiers où il n'y a plus d'arrêt de bus, il n'y a plus de bureau de poste, où on a déshabillé l'école, où il n'y a plus d'activités culturelles, plus de théâtre,
pas de piscine. Regardez ce qui se passe à Marseille. Il y a eu un désengagement de l'État et plus de mixité sociale, y compris dans les logements. On en a fait des ghettos. Pourquoi dans ces quartiers... Donc la faute à la France, la faute à la République, monsieur Pourquoi Roussel. dans ces quartiers, il y a un taux de pauvreté et de chômage qui flirte à chaque fois avec 40-50% de taux de chômage. Mais oui. Elle n'en a pas été chassée. La République n'a pas été chassée. Mais une fois que l'État recule, la mafia, les trafics avancent. La nature a horreur du vide. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que je parle, je marche sur mes deux jambes. Je parle de sécurité, de tranquillité publique, de moyens pour la police, pour la justice, mais je parle aussi de reconquête de ces territoires. Ça, c'est important. De faire en sorte qu'il y ait dans ces territoires, dans ces communes, que l'on redonne des moyens aux communes, et aussi que l'État réinvestisse ces quartiers avec des services publics de proximité qui répondent aux besoins des gens. Ces gens, ces populations, ces familles se sentent abandonnées. D'abord parce qu'il y a des trafics au pied de leur immeuble et que l'État n'intervient pas. Fabien Roussel, attendez, vous parlez de ces habitants. Se fait caillasser. Les policiers se font caillasser, les pompiers se font caillasser, les enseignants se font nous sommes tous à dire ici que c'est inadmissible, et moi le premier. Et donc c'est pour ça que j'ai mis les pieds dans le plat sur la sécurité en disant que nous avons besoin de plus de policiers. Est-ce que je peux vous et qu'ils soient plus forts pour pouvoir intervenir. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. On va vous faire écouter justement, puisque vous parlez de ces populations, un jeune habitant du quartier d'Alençon. C'était lors de la visite de Marine Le Pen qui s'est déplacée au lendemain ou au surlendemain des violences contre les policiers. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il a dit et vous réagissiez juste après. On l'écoute et on regarde. Est-ce que toi, de voir des policiers là, ce soir, ça te rassure? Bah, j'étais pas inquiété de toute façon. Moi, j'avais rien. Moi, j'habite tout là-bas, madame. J'ai rien, je suis pas ici. Je suis là parce que j'ai envie de voir, c'est un beau spectacle et j'ai envie d'avoir des pop-corn, mais sinon moi ça me rassure de rien du tout. Hein. De toute façon j'avais pas peur avant. Tu comprends ce qui s'est passé hier soir? Tu comprends ces jeunes qui s'en prennent aux forces de l'ordre? Ouais, parce que moi, on a l'habitude aussi. On essaie de parler, ils comprennent pas, ils toujours dans la violence. Bah, c'est une manière de leur faire comprendre que voilà, il n'y a pas qu'eux qui ont le droit à la parole. On vient voir des policiers se faire agresser, on prend du pop-corn, c'est un spectacle. Bon, c'est terrible. Mais c'est affligeant, mais quand je vous parle qu'il y a un problème quand même, et que majoritairement, si les Français accordent leur soutien aux forces de l'ordre, aujourd'hui, dans la jeunesse et dans des territoires comme celui-là, eh bien, c'est pas le cas. Il y a une rupture de confiance. Et il y a eu aussi une rupture d'égalité. Et donc, il y a un problème qui se pose. C'est pour ça que j'ai souhaité prendre cette question de la sécurité à bras-le-corps. Et moi, je ne les traite pas de factieux, les policiers. Mais là, voilà, vous avez je dis que l'on a besoin d'être à leur côté. On a besoin de les soutenir et on a besoin que l'État réinvestisse ces mais quartiers. À part les grands mots, quand vous entendez ce genre de discours, est-ce que vous croyez que c'est l'État qui a vraiment abandonné là? Oh là, je connais pas la commune exactement, ni ce qui s'y passe. Nous sommes à Alençon, dans le quartier de la... Mais enfin, je suis prêt à parier que dans ces quartiers, les difficultés sociales se concentrent aussi fortement. Et que donc on a besoin d'y mettre les moyens. C'est pour ça que je vous dis, moi, les délinquants doivent aller en prison, mais j'aimerais aussi mettre la misère en prison. Comme l'avait dit Victor Hugo, il faut s'attaquer à ça. C'est un mal profond. Et donc c'est aussi une question de moyens. Je pense au maire de Grigny, qui a été consacré meilleur maire du monde. C'est lui-même qui a réclamé auprès de l'État des moyens supplémentaires au titre de la politique de la ville, parce que l'État n'a pas répondu à ces attentes de tous ces maires. Et donc, ils veulent beaucoup plus de services publics pour leurs enfants, pour leurs associations. Fabien Roussel, pardonnez-moi, je suis obligée de vous interrompre. On a une courte pause. On va se retrouver en direct sur Europe 1 et CNews. La sécurité, évidemment, les problématiques de pouvoir d'achat. Ce qui s'est passé également hier à Nantes avec Éric Zemmour, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Notre invité ce dimanche, c'est le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. La première question de cette deuxième partie vous est posée par Mathieu Bock-Côté. Alors, on a vu à Nantes une affiche avec Éric Zemmour avec une cible au front. On a vu des manifestants d'extrême gauche ont dit « à mort les fachos, à mort les flics ». On a vu les violences hier qui étaient assez manifestes. Est-ce que vous condamnez ces violences? Bien sûr. Je vous relance, sachant par ailleurs que le candidat Zemmour, ou le presque candidat Zemmour, on en entend plusieurs dire qu'il faut obstruer sa campagne, empêcher qu'elle se tienne, empêcher ses meetings. Vous condamnez aussi cette volonté d'empêcher les meetings et les rassemblements du presque candidat Zemmour? Mais bon, il y a trop de violence dans la société. On vient de faire une séquence dessus, on vient d'en parler. Et
moi qui prône la tranquillité publique pour tous et partout, je ne vais pas être de ceux qui disent qu'il faut empêcher. Je suis pour le débat démocratique. Mais je dis aussi que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions. C'est un délit. Et nous avons ici un homme qui n'est pas encore candidat, qui fait une tournée dans toute la France avec son livre, et qui a des propos, des idées racistes, antisémites, et qui sème la tempête, qui sème le vent, récolte la tempête. Et il y a un climat dans notre pays et qui est aujourd'hui particulièrement... Donc finalement, il mérite le sort d'une manifestation. Vous dites qu'il sème le vent, récolte la tempête. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que je ne suis pas pour faire des cibles, pour avoir des actions violentes. C'est pas moi qui vais empêcher des gens de manifester. Hein. Par contre, je ne vais pas empêcher des gens de manifester. Mais des manifestations, elles doivent se dérouler de manière pacifique, sur le fond. Mais pas en faisant, comme vous l'avez dit, avec des cibles, etc. Ce n'est pas ça. Mais il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui dans le débat de l'élection présidentielle, avec des propos insupportables, et un homme qui a été condamné par 2 fois pour discrimination du fait de sa religion ou de son origine. Et donc je dis que c'est un candidat qui prône des idées racistes et antisémites. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, puisque j'avais dit que je déposerai un texte de loi à l'Assemblée nationale pour renforcer la loi Guesso. Et M. Zemmour, lui, veut l'annuler, la loi Guesso, qui condamne le racisme et l'antisémitisme. Moi, je souhaite la renforcer. Il existe dans la loi, et donc un arsenal qui permet aux juges de rendre inéligible un responsable politique qui a eu des propos racistes ou antisémites. Eh bien, je vais déposer à l'Assemblée nationale une résolution pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction aux magistrats pour véritablement mettre en œuvre cette disposition, et elle sera déposée lors de la niche parlementaire le 2 décembre prochain, et j'invite l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale à voter cette résolution pour que enfin dans notre débat, dans notre République, un responsable politique ne puisse pas se présenter à une élection quand il a été condamné pour racisme ou antisémitisme. Pourquoi n'utilisez-vous pas, j'allais dire, les armes de la démocratie, du débat, comme vous l'avez dit, pour opposer un projet, les idées, vos idées, face aux idées d'Éric Zemmour? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la quintessence de la démocratie? Pourquoi ne pas essayer de le opposer, ce projet-là? C'est ce que je suis venu faire ici, auprès de vous, parler aux téléspectateurs. Oui, mais par la justice, vous voulez vous contraindre de en parler? Non, je rappelle une chose. Dans notre pays, dans notre République, le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, quand on est condamné, quand des hommes ou des femmes qui ont des propos de ce type sont condamnés, je dis juste une chose. C'est qu'aujourd'hui, on rend inéligibles des candidats parce qu'ils ont fait de la corruption, parce qu'ils ont fait du blanchiment d'argent, parce qu'ils ont fait de l'évasion fiscale, et c'est normal. Eh bien, pour avoir un débat républicain serein, je demande juste que ceux qui ont été condamnés pour des faits graves de racisme et d'antisémitisme ne puissent pas être éligible pendant un temps. Enfin, c'est quand même le minimum des choses. Il y a un autre vrai sujet, quand même, Fabien Roussel, c'est que une grande partie de l'électorat dit populaire est passé à l'extrême droite. Comment se fait-il que vous n'ayez pas davantage vous n'imprimiez pas davantage auprès de cet électorat-là? Mais l'électorat populaire, comme vous dites, et que je connais bien, aujourd'hui, majoritairement, il s'abstient. Majoritairement, il est dégoûté de la politique. Oui, mais quand il majoritairement, il ne croit plus dans la politique, et c'est le grand drame de mon pays et du monde du travail. Mais pourquoi? Vous savez, avant, allez au-delà du constat pour nous dire pourquoi, Fabien. Vous avez vu la série Germinal, peut-être, les premiers épisodes qui ont été tournés chez moi, dans ma circonscription. J'en suis assez fier, d'ailleurs. Eh bien, voyez cette solidarité qui existait à l'époque au sein de ces mineurs. Et ils étaient... Monsieur Roussel, attendez. Non, Nicolas Barret, excusez-moi. Excusez-moi. À l'époque, quand ils étaient dans les mines, ils étaient polonais, italiens, français, marocains. Ils avaient peur de mourir au fond et ils étaient solidaires.
quand ils sortaient de la mine, hein, d'ailleurs ils étaient tous noirs, ils étaient bien contents d'être vivants et ils étaient solidaires et ils s'entraidaient quand on leur tapait dans leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, au XXIe siècle, que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les usines de l'automobile, on rencontre des travailleurs de toutes couleurs, de toutes nationalités, de toutes origines, de toutes religions, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas. Et ils subissent les mêmes formes d'exploitation, de dureté au travail. Et donc il y a besoin aussi de solidarité. Eh bien Zemmour divise le monde du travail, divise les Français en fonction de leur couleur. Eh bien moi je souhaite être le président de la République qui va les rassembler et les unir. Et donc c'est sur ce terrain démocratique que je souhaite pouvoir Est-ce que vous reconnaissez qu'il existe une insécurité dite culturelle, ressentie par ces catégories populaires qui s'inquiètent parfois, vous nous direz si c'est à tort ou à raison, d'une immigration qu'ils estiment mal contrôlée, voire pas du tout contrôlée. Est-ce que vous reconnaissez cette insécurité culturelle à côté de l'insécurité sociale ? L'insécurité, aujourd'hui, l'insécurité sociale, elle est pour tout le monde. J'ai compris. Non, mais l'insécurité sociale, l'insécurité sociale, elle est aujourd'hui pour tous. C'est-à-dire, quelles que soient ses origines, on a tous peur de tomber dans le déclassement. Mais je vais vous dire, je vais vous répondre sur l'insécurité culturelle. C'est que quand on est français, mais qu'on n'est pas blanc, hein, ou qu'on a une autre couleur de peau, on va se sentir plus en insécurité à cause d'hommes comme Zemmour ou de femmes comme Marine Le Pen, à cause de l'extrême droite. Parce qu'ils sont en train de stigmatiser nos concitoyens, les Français en particulier, en fonction de leur couleur de peau, de leurs origines, de leurs différences, de leur religion. C'est ça qui est grave. Et c'est là où la République est menacée. Critiquer l'immigration massive. Constater... Non, mais justement, moi je parle pas d'immigration, parce que les propos de l'extrême droite, c'est justement de parler de couleur et de religion. Mais il y a beaucoup de Français qui se sentent concernés quand même. Si je peux me permettre, ceux qui considèrent qu'il y a une immigration massive, mal intégrée ou mal assimilée, ils sont d'extrême droite, c'est du racisme faire ce constat? Mais pas du tout, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je dis, c'est que moi, je veux parler des propos de l'extrême droite d'aujourd'hui, aujourd'hui, les mêmes que ceux d'hier d'ailleurs, qui aujourd'hui demandent à ce que l'on fasse une distinction entre nos concitoyens selon leur couleur de peau, leur religion, leur prénom. Mais enfin, nous avons des compatriotes de toutes origines qui ont bien leur carte d'identité française et d'autres qui ne l'ont pas mais qui travaillent ici et qui devraient avoir les mêmes droits. C'est important ce que vous dites. Dans ce cas-là, j'imagine que votre indignation n'est pas à géométrie variable. Ah ben non. Donc quand Jean-Luc Mélenchon suscite une vive polémique affirmant, je cite, Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels, beaucoup de traditions liées au judaïsme. Par cette phrase, beaucoup ont reproché à Jean-Luc Mélenchon d'être antisémite. Comme vous ne faites pas d'indignation à géométrie variable, comment vous considérez ces propos? Je considère, moi, que Zemmour porte des idées. Je vous parle de Jean-Luc Mélenchon, là. Et que, oui, mais c'est ma différence avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que moi je nomme les choses. Voilà. Alors dites-moi, de quelle nature sont de tels propos? Je ne suis pas d'accord avec les propos qu'il a tenus. C'est pas une chose d'être d'accord ou pas d'accord. Je vous demande est-ce qu'ils sont antisémites? Je crois pas, je pense pas, non. D'ailleurs, vous ne pensez pas pourquoi? Parce que les propos que je vous cite ne sont pas à caractère j'ai cru lire, c'est pas que j'ai cru, j'ai lu qu'il s'était rattrapé. Il a pédalé en arrière en disant qu'il avait été mal compris. Oui, je préfère ça. Quand on les dit ainsi, et je préfère qu'ils disent qu'il a été mal compris et qu'ils reviennent sur ses propos. Quand on vous les dit ainsi, quand ils sont cités ainsi, parce qu'il ne faut pas banaliser les idées d'extrême droite. Est-ce qu'elles vous choquent ces propos que je viens de vous citer de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'ils vous choquent? Pourquoi ils vous choquent? Mais parce qu'on ne peut pas banaliser les idées d'extrême droite. Et moi, je n'aurais jamais... Mélenchon a banalisé l'extrême droite. Je n'aurais jamais débattu avec Zemmour, et ça a fait d'ailleurs son lancement de campagne. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a lancé la campagne. Ils ont contribué, pas que, tout le cinéma médiatique qu'il y a eu autour a largement contribué à ça, et je le regrette. Ça fait partie des différences que nous avons, y compris à gauche, mais je les assume pleinement. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a un climat dans notre pays pestilentielle, d'ailleurs, c'est plus une campagne présidentielle, c'est une campagne pestilentielle. Ça pue, et donc je ne veux pas, moi, banaliser ces thèses-là. Pourquoi vous n'arrivez pas à condamner des propos quand vous n'êtes pas d'accord? Vous les condamnez facilement quand ils viennent de l'extrême droite. Mais je viens de vous dire que je ne partageais pas ces propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous voulez me faire dire qu'il est... Pas du tout, je veux comprendre. Mais vous voulez me faire dire qu'il est antisémite? Pas du tout. Vous m'avez posé cette question-là, donc je vous dis que non.
Bien sûr que non, et Jean-Luc Mélenchon s'est rattrapé. Et je vais pas faire des commentaires de Jean-Luc Mélenchon toute l'après-midi. Non, mais on remarque que sur Éric Zemmour, vous y allez plus facilement. Mais parce que c'est lui qui est quand même à l'origine aujourd'hui de propos honteux. Enfin, ce qu'il a dit sur la famille Sandler. Mais même ça, le parallèle qu'il a fait entre les auteurs d'actes terroristes et la famille Sandler, en laissant entendre que les juifs français n'avaient pas leur place en France parce qu'ils venaient faire de la garbure, ils venaient faire de l'argent. Mais enfin, vous imaginez jusqu'où il va. Vous allez quand même devoir vous demander pourquoi il fait 18% dans les sondages en ce moment. 18% de racistes et d'antisémites. Oui, bien sûr, mais nous devons tous nous interroger. Plus 15% pour mais nous devons tous nous interroger. 0,5 si je me trompe pas. Nous devons tous nous interroger, Monsieur Bocoté, y compris les médias qui lui ont déroulé le tapis rouge pendant des mois et des mois. Donc tout le monde doit s'interroger. Moi, je vais mettre... Tout le monde doit s'interroger. J'ai pas dit la faute aux médias, j'ai dit tout le monde doit s'interroger. Et quand moi je m'adresse aux classes moyennes, aux classes populaires, à ceux qui ne croient plus dans la politique et à ceux qui se trompent de colère, parce qu'ils sont en colère à cause de la situation qu'ils vivent, parce qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois. C'est l'heure de la pause, pardonnez-moi Fabien Roussel. Moi je souhaite les inviter à se réconcilier avec la politique et je demande à ce que les médias s'interrogent aussi d'avoir laissé autant d'antennes à un homme qui a professé autant d'idées nauséabondes. Donc il faut lui couper le sifflet, si je vous entends bien. Vous dites d'un côté démocratie, de l'autre côté si au moins il y avait un rapport d'égalité, si au moins il y avait un rapport d'égalité de traitement entre tous les candidats officiels. S'il vous plaît, à tout de suite. Mais c'est vous qui m'avez relancé. Le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. On a besoin. La suite de l'émission en direct sur Europe 1 et CNews. En quelques instants, nous parlerons évidemment des problématiques de pouvoir d'achat, d'énergie, de nucléaire. Mais tout d'abord, il y a une quinzaine de jours, Éric Zemmour, et ça a dû vous interpeller, Fabien Roussel, était à Lille. On va parler justement de Georges Marchais, communisme, ça va vous rappeler de bons souvenirs, où il a tenu une réunion et il a parlé de Georges Marchais, on l'écoute. Les plus anciens d'entre vous se souviennent sans doute du fameux discours de Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste en 1980, c'est-à-dire il y a 40 ans, dans lequel il disait « Il faut arrêter l'immigration illégale et légale ». L'immigration illégale et légale. C'est exactement ce que je dis aujourd'hui. Alors il y a 40 ans, Georges Marchais, qu'a-t-il dit sur l'immigration? On l'écoute de nouveau. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Vous allez nous dire que c'est pas ce qu'il a voulu dire il y a 40 ans? Non, bon, vous aurez noté qu'on a changé de siècle quand même, et que le Parti communiste français a aussi changé, que la France a changé aussi. Et à l'époque, Georges Marchais a fait un trait d'égalité entre le chômage qui arrivait en France, que l'on découvrait, je crois qu'il devait y avoir 500 000 chômeurs à l'époque, et l'immigration. Aujourd'hui, avec 6 700 000 personnes inscrites à Pôle emploi, nous savons que l'immigration n'est pas responsable du chômage dans notre pays. Et donc ce qu'a dit Georges Marchais à l'époque n'est pas juste. Voilà. Et la situation d'aujourd'hui le démontre. Et donc, je ne dirais pas la même chose. Mais ce n'est pas pour autant nauséabond, etc. Ce n'est pas d'extrême droite ce qu'a dit Georges Marchais il y a 40 ans. Ça peut inspirer la compréhension et le respect. Mais non, mais c'est surtout, ce que je vous dis, c'est que la situation a bien changé. Et que je ne dirais pas aujourd'hui ce qu'a dit Georges Marchais il y a 40 ans. On n'est plus du tout dans la même situation. Et la vie a montré que ce qui aujourd'hui provoque le chômage, ce ne sont pas les immigrés. Ce qui fait que les usines ferment et sont délocalisées, c'est pas à cause des immigrés. Si aujourd'hui, dans toute la France, je pense aux fonderies qui sont en train de se battre dans l'automobile, si aujourd'hui ces fonderies sont menacées, c'est bien parce qu'il y a un actionnaire, Renault et l'État avec, qui décident de fermer ces fonderies pour délocaliser l'activité à l'étranger. Vous n'avez pas honte de ce qui a été dit il y a 40 ans. Donc nous aujourd'hui, nous avons tiré une leçon, nous tirons aujourd'hui une leçon qui est différente de celle il y a 40 ans. Vous constaterez que depuis 40 ans, la question de l'immigration s'est installée dans la vie politique. La question des territoires perdus de la République se sont multipliés. Les situations de partition ethnique, pour reprendre la formule de François Hollande. Effectivement, depuis 40 ans, la situation a évolué. Et votre parti avait des meilleurs scores à l'époque où il s'inquiétait de l'immigration qu'aujourd'hui où le discours semblable au vôtre. Oui.
Là, vous faites un parallèle entre notre score et les propos qu'on a tenus à l'époque. Non, ce que je dis, c'est que vous dites que le monde a changé. Écoute, la question de l'immigration est plus dramatique aujourd'hui qu'il y a 40 ans. La question de l'immigration est une question importante. Mais importante de la même manière qu'à l'époque, Georges Marchais disait que c'était un sujet. Aujourd'hui, nous disons nous aussi que c'est un sujet important. Nous n'allons pas le prendre de la même manière en revanche. Mais en revanche, je partage plusieurs idées que défendait Georges Marchais à l'époque. Quand Georges Marchais disait, et je le dis encore aujourd'hui, tous les travailleurs, nous sommes tous frères, que l'on s'appelle Nassim, Julia, Jean-Jacques ou Tadeusz, nous sommes tous frères et nous devons tous avoir les mêmes droits. Ça, c'est l'honneur du Parti communiste français, c'est de défendre les mêmes droits pour les travailleurs, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur, leur origine ou leur coutume. Il le disait et je le dis encore aujourd'hui. Et je dis la même chose aujourd'hui que ce que disait Georges Marchais avant, c'est qu'il y a une partie du monde économique, des entreprises qui sont responsables de l'exploitation d'une partie de ces travailleurs étrangers. Et ils profitent de leur situation pour amasser les droits des travailleurs français. Ça existe aujourd'hui. Non, monsieur Bocoté, vous ne pouvez pas me balancer des pics et ne pas me laisser répondre. Non, mais vous ne laissez pas répondre. Vous ne laissez pas répondre. Vous vous inquiétez de l'influence du Parti communiste français, je vous remercie. Vous vous inquiétez du fait que nous ne soyons pas aussi forts qu'avant. Je vous remercie de vous inquiéter de cela. C'est bien pour ça. Laissez-moi développer mes idées, comme ça je vais reconquérir de l'électorat. Permettez-moi de relancer parce que vous divaguez un peu, permettez-moi de vous le dire. On a d'un sondage à l'autre, et pas que les sondages, les résultats électoraux. La question dit, est-ce qu'il y a en France beaucoup trop d'immigration? Est-ce que les seuils d'immigration sont trop élevés? Et est-ce qu'il y a en France un problème d'immigration? Une immense majorité de Français dit oui. Est-ce que c'est du racisme, de l'extrême droite, de la xénophobie? Vous-même, Monsieur Bocoté, vous avez un statut de quoi? De travailleur étranger qui vient pour des raisons économiques. Oui, mais moi, tout a été rempli dans les règles, cher monsieur. Mais bien sûr. Mais donc, l'immigration économique dans notre pays. Vous croyez que c'est l'élément central aujourd'hui? Non, mais ça en fait partie. Vous en faites partie. Et donc, nous avons... Mais pourquoi répondez-vous à côté des questions précises? Mais je réponds pas à côté, parce que monsieur Bocoté me dit, il y a un problème d'immigration. Je dis, il n'y a pas un problème d'immigration, comme il le dit, puisque de l'immigration économique. Comme il le dit, il rapporte ce que dit une partie de la classe politique. L'immigration économique, nous en avons toujours eu, nous en aurons toujours. Et il n'y a que l'extrême droite qui dit qu'il faut fermer les frontières et qu'il ne doit plus y avoir un seul étranger qui pénètre en France. À ce titre-là, vous ne pourriez pas venir travailler ici. Et quand Michel Barnier propose un moratoire sur l'immigration, il est d'extrême droite? Même son moratoire, il est incompréhensible. Ça veut dire quoi, moratoire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 220 000 titres de séjour qui sont accordés pour des étudiants, pour des travailleurs, pour du rapprochement familial. Il le laisse à 220 000 ou il dit à 0 personne qui rentre. Donc ce sont des sujets sérieux. Pouvez-vous répondre clairement à cette question? Est-ce que parler de contrôle de l'immigration, c'est être aujourd'hui raciste ou d'extrême droite? La question est simple. Mais pas du tout. Donc quand Michel Barnier il faut des règles. Oui, il faut une immigration sécurisée, légale. Et d'ailleurs, je suis pour que ces règles, on se donne véritablement les moyens de les appliquer, pour qu'il n'y ait plus une immigration illégale qui permette à des passeurs de mettre en danger la vie d'hommes et de femmes. Et donc, il nous faut des voies légales d'immigration, sécurisées pour tous et pour toutes. Et donc, dans notre loi aujourd'hui, il y a différents critères d'immigration pour regroupement familial, pour travail, pour les étudiants notamment. Et il faut préserver ces critères, ces règles. Et faire en sorte que nous puissions continuer, nous, d'aller travailler à l'étranger, d'autres de pouvoir venir ici, mais avec les mêmes droits. Les droits des travailleurs, d'où qu'ils viennent et quelles que soient leurs origines. Et le problème du chômage en France n'est pas lié à l'immigration, il est lié à des politiques de délocalisation, il est lié à la concurrence libre et non faussée instaurée par les traités européens. C'est ça qui nous fait beaucoup plus de mal. D'accord, Fabien Roussel, vous êtes un des rares à gauche à défendre le nucléaire et à parler de progrès technique, de la science comme une solution face aux défis climatiques notamment. Est-ce que le reste de la gauche est fâché avec cette idée de progrès et avec le nucléaire ? J'ai bien du mal à comprendre pourquoi on n'est pas quand même plus d'accord à se dire que si on veut tenir les objectifs climatiques à l'échelle de la planète, de l'Europe et de la France, c'est incontournable aujourd'hui d'investir et dans les énergies renouvelables et dans l'énergie nucléaire. Et nous avons besoin d'un mix énergétique
avec une part d'énergie renouvelable et une part d'énergie nucléaire, qui doivent augmenter tous les deux. Nous allons consommer plus d'électricité dans les années qui viennent. Oui, c'est ce que vient de dire. Donc il faut revenir sur les 50%, sur le Grenelle qui disait on descend à 50%. Mais tout ce scénario-là, il tient pas debout, vous le savez, Monsieur Barré, ça tient pas debout. Si aujourd'hui on se prive d'énergie nucléaire, ça va coûter plus cher aux Français. Voilà. Et on aura du mal à tenir nos objectifs. Le GIEC et le travail des scientifiques et des chercheurs, travail remarquable. Il faut prendre conscience des travaux. Si nous n'enrayons pas le réchauffement de la planète, nous allons dépasser les 1,5 degré d'augmentation de température d'ici 2100 avec les catastrophes climatiques dont nous en avons déjà des effets. Or, dans notre consommation d'énergie en France, le problème, notre consommation d'énergie en France finale, elle est majoritairement issue des énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole. Il faut en sortir. Il faut réduire fortement ces consommations d'énergie fossile. Et donc il va falloir augmenter automatiquement la production d'énergie électrique. Et la production d'énergie électrique, pour qu'elle soit décarbonée, il n'y en a pas 15 000 sources. C'est où? C'est les énergies nucléaires et les énergies renouvelables, dont les énergies hydrauliques, mais aussi l'éolien et le solaire. On a besoin des deux. Mais quand une partie de la gauche, quand Yannick Jadot s'oppose de manière, j'allais dire, forte au nucléaire, est-ce qu'il est, selon vous, irresponsable? C'est certainement pour ça que ma candidature à la présidence de la République trouve toute sa justification, parce que nous sommes lucides sur cette situation et nous proposons, nous, un pacte pour le climat et pour l'emploi qui nous permet d'investir dans la production d'énergie et renouvelable et nucléaire. Nous avons besoin d'investir là-dedans pour réduire la facture des Français, réduire la facture des entreprises. Ça va vous intéresser, ça, Monsieur Barré. Pour moi, ce sont des charges importantes qui pèsent sur les entreprises. Et je ne parle pas de cotisation sociale. Je parle de la charge en matière énergétique. Mais vous savez, l'entreprise ArcelorMittal, Crystal Dark, un joyau, un fleuron industriel, à cause de la hausse de la facture du gaz, c'est 20 millions d'euros en plus sur une année. C'est le montant de sa dette. Mais vous voyez, cet argent pourrait servir à investir, à renouveler des fours, à augmenter les salaires. Mais donc, si on vous suit bien, pour revenir sur les écologistes, ils jouent contre le climat, alors? Oui, bien sûr, et pas que d'ailleurs. Oui, bien sûr, ils jouent. Ils ne prennent pas la mesure des investissements que nous devons faire et de la recherche que nous devons faire. Et d'ailleurs, moi, président de la République, je relancerai le projet Astrid, qui était un projet de nouvelle génération de réacteurs nucléaires, qui permet d'utiliser 99% de l'uranium, ce qui fait que derrière, il n'y a plus de déchets radioactifs. Et donc c'est l'énergie de demain, c'est là-dedans qu'il faut investir. Sinon, nous ne tiendrons jamais nos objectifs en matière climatique. Et puis quand même, avoir cette force dans notre pays, cette expérience, retrouver notre souveraineté, c'est aussi la possibilité d'avoir de la coopération avec d'autres pays. C'est un élément de reconquête industrielle, de souveraineté, le nucléaire, c'est une question de reconquête, de défense du pouvoir d'achat de nos concitoyens et de défense aussi de nos entreprises pour réindustrialiser la France. Protéger le travail des Français, protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est l'énergie, la production d'énergie, retrouver la maîtrise de notre énergie, c'est vraiment le cœur pour pouvoir protéger et nos entreprises, et le travail, et le pouvoir d'achat des Français aujourd'hui. Permettez-moi de vous transformer un instant en analyste politique. Comment expliquez-vous l'aversion à l'endroit du nucléaire chez les écolos et chez d'autres courants de l'opinion? Il y a quelque chose qui est un peu énigmatique à travers tout ça. Faites une différence entre l'opinion et les Verts. Je pense que dans l'opinion, majoritairement, les Français ont compris qu'on ne pouvait pas se passer d'énergie nucléaire. Peut-être qu'ils sont dogmatiques. Et la France insoumise, et plus dogmatiques que nous on peut l'être. Moi, c'est par pragmatisme que je défends aujourd'hui. Peut-être aussi un refus de la science, non? Mais parce que je ne sais pas si c'est le refus de la science, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais nous avons d'abord une autre vision de l'Europe que les Verts et les écologistes. Eux, ils défendent une Europe fédérale. Et donc, il n'y a pas pour eux de question de souveraineté et de nation. Nous voulons mettre sous la protection de la nation, de l'État, la production d'énergie. Nous voulons investir dans la recherche pour l'énergie de demain. Et donc, la question de la souveraineté et de l'État, il est incontournable pour nous. Donc ça, c'est notre projet de société. Et il est complètement différent de celui porté par les Verts. On va continuer à le développer. Fabien Roussel, candidat de la relance du nucléaire. Nous allons parler aussi du communisme. Aujourd'hui, que représente-t-il? On a bien compris que vous vous éloignez sur certains sujets par rapport à Georges Marchais, mais évidemment, vous en réclamez le principal ou la plus grande partie de l'héritage. À tout de suite pour en parler. Et la première question de cette partie vous est posée par Nicolas Barré.
Alors Fabien Roussel, de qui vous sentez-vous le plus proche, d'un leader communiste comme Xi Jinping ou d'un leader démocrate comme Joe Biden? Aucun des deux, excusez-moi, mais c'est pas mes références. Et donc moi, mon histoire, elle est ancrée d'abord dans l'histoire de France et dans nos racines. Et donc je me retrouve dans aucun des deux, qui d'ailleurs sont dans une guerre économique, pas que d'ailleurs, inquiétante, dangereuse. Et pour nous ? Oui, pour l'Europe. La France et pour l'Europe. Et d'ailleurs, je regrette que nous fassions le choix de l'alignement derrière les États-Unis dans cette guerre, parce que je pense que nous avons beaucoup à perdre et que l'on aurait plutôt intérêt à entretenir d'autres relations avec les États-Unis en étant moins alignés et pas de voir la Chine comme un rival systémique, comme l'a déclaré avec beaucoup d'hypocrisie l'Union européenne. Alors, vous réclamez du communisme. Cette idéologie a laissé sa marque et son empreinte au XXe siècle, comme nous le savons, et pourtant vous en réclamez encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le communisme pour vous aujourd'hui? L'humain d'abord. Le communisme, c'est... Tous les autres partis disent ça. Non, il n'y a que nous qui le disons. Non, l'humain d'abord. Elle va être facile, mais vous avez le monopole de l'humain? Non, pas du tout. Les libéraux disent l'humain. Mais ça résume en 2 mots le fait que dans notre projet de société que nous défendons pour la France, c'est de mettre l'être humain, le bonheur de l'être humain au cœur de tous nos choix politiques. C'est peut-être un objectif qui peut paraître un idéal, mais imaginez de faire ce choix-là, ça changerait beaucoup de choses. Et donc nous, c'est un principe d'égalité des citoyens, d'égalité face à la santé et à la maladie, d'égalité face au vieillissement et au grand âge, égalité pour tous les jeunes de notre pays. C'est l'égalité, c'est la démocratie, c'est aussi la démocratie, parce qu'aujourd'hui, on ne fera pas les changements dans notre pays sans le faire avec les Français, avec les travailleurs, avec la jeunesse. Et donc, moi, mon communisme, de l'Union soviétique. Le projet que je porte, c'est celui qui est clairement inscrit dans le 21e siècle, avec cette révolution sociale et cette révolution écologique que nous devons véritablement faire. Mais toute tradition politique, tout courant de pensée assume un certain héritage. Vous demandez aux autres partis d'assumer leur héritage, ce que vous appelez l'extrême droite, la gauche, le centre. Vous, que retenez-vous de l'héritage de l'Union soviétique? Mais c'est pas vrai. J'ai pas parlé d'héritage de l'extrême droite. Je dis ce qu'ils disent aujourd'hui. Que retenez-vous de l'héritage de l'URSS aujourd'hui? Mais vous allez me parler des crimes commis au nom du communisme? Ah bon, on pourrait le faire assurément. Ouais, j'attendais, oui. Mais vous l'avez excusé, je vous demande ce que vous en retenez. Vous auriez pu avoir d'autres choses en tête que les crimes du communisme, ils vous viennent à l'esprit. Mais non, mais parce que je sais que vous allez venir sur ce terrain-là, donc je vous le dis, ces crimes qui ont été commis au nom du communisme, nous les avons dénoncés. Je ne partage forcément pas ce qui a pu être fait dans certains pays au nom de cet idéal, et donc je ne me reconnais pas là-dedans. Et mon histoire à moi, elle est ancrée dans les luttes de mon pays d'aujourd'hui, dans les grandes conquêtes du monde du travail. Mon histoire, c'est celle aussi des maires communistes aujourd'hui qui sont élus dans notre pays sans mettre de côté leur engagement politique, mais qui s'engagent au service des autres et qui répondent aux besoins de leur population. Une référence, un personnage, vous avez dit tout à l'heure, vous avez contesté la question ou l'exemple, les 2 exemples donnés par Nicolas Barral. Est-ce que vous avez une référence française dans notre histoire à laquelle vous vous référez? Vous vous êtes attaché? Je suis dans l'histoire de France et dans l'histoire de mon parti. Maurice Thorez est certainement un homme auquel je pense souvent, puisque c'est celui qui a lancé l'appel du Front populaire en 1936, qui a donné naissance à de grandes luttes dans notre pays et la conquête des congés payés. Nous l'avons payé cher, puisque 3 ans après, c'était la collaboration, et les premiers qui ont été mis sur le peloton d'exécution étaient des responsables du Parti communiste et des responsables de la CGT, dont j'ai célébré la mémoire à Châteaubriand il y a quelques jours. Dimanche dernier, à votre place, il y avait le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut. On lui a demandé pour qui il allait voter, est-ce qu'il avait des affinités, notamment à gauche. Écoutez ce qu'il a dit. Il y en a un
qui se démarque, quand même. C'est le candidat communiste. Fabien Roussel est tout à fait, à cet égard, est tout à fait intéressant. Alain Finkielkraut pourrait voter pour Fabien Roussel? Je ne sais pas. Si J'aimerais qu'on entende un peu plus sur les ondes. C'est un soutien que vous assumez? Peut-être que vous revendiquez? Écoutez, je retiens une chose, c'est qu'il dit qu'il aimerait m'entendre plus souvent sur les ondes. Il a raison. Mais sur les je pense qu'il y a besoin que justement la différence que je porte. Il souligne la différence que je porte à gauche. Et je porte une originalité parmi les candidats à gauche qui fait que ça suscite de l'intérêt vers des personnes auprès de qui je ne le penserais pas. La différence que vous portez, Fabien Roussel, qu'est-ce qui vous distingue, vous, en tant que communiste, par exemple, de la France insoumise? On en a parlé, Monsieur Barré, quand même, pendant toute l'émission, mais que ce soit notamment la question énergétique, elle est forte. Enfin, je comprends pas, moi, pourquoi Jean-Luc Mélenchon pense que l'on puisse se passer du nucléaire d'ici 2035, par exemple. Mais je ne traite pas, moi, les policiers de factieux. Je l'ai dit ici à votre émission. Et je pense qu'au contraire, on a besoin d'investir dans la sécurité. Et puis, nous avons aussi une conception de la République qui est différente. Et donc, je souhaite pouvoir la porter. Et moi, je porte une République laïque et sociale et laïque, pleine et entière, et c'est le pacte que je souhaite porter pour la France, pour construire des jours heureux. Et pour cela, nous avons une série de différences, de divergences, et il faut que les Français puissent choisir, et les Français aiment bien avoir le choix à l'élection présidentielle. C'est une élection qui est importante pour eux, ils sont pas encore dedans, mais ils ont besoin justement d'avoir le choix. Eh bien, ils se feront certainement un avis en vous regardant notamment ce matin, à la fois en vous écoutant sur Europe 1 et sur CNews. Rediffusion à 20h ce soir sur notre antenne de CNews. Merci Fabien Roussel. On vous dit à bientôt sur nos antennes. À la prochaine. Bien sûr, avec plaisir. Et je remercie Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Très bon dimanche à vous.